Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo que je consacre au message nerveux. Commençons par un résumé de la vidéo précédente. Le message nerveux se propage le long d'un neurone sous forme d'une série de signaux électriques appelés potentiels d'action. Je suis sympa, je te rappelle ce que c'est qu'un potentiel d'action. C'est une modification temporaire du potentiel de membrane du neurone qui se déclenche au-delà d'un certain seuil, que l'on appelle seuil d'excitation. Tu le vois sur cette courbe. Quand la dépolarisation est supérieure au seuil d'excitation, le potentiel de membrane augmente jusqu'à devenir positif. C'est la phase de dépolarisation. Ensuite, il diminue et redevient négatif. C'est la phase de repolarisation. Enfin, il redevient égal au potentiel de repos. Voilà, c'est ça un potentiel d'action. Alors, que se passe-t-il lorsque ces potentiels d'action arrivent au niveau d'un bouton synaptique? Regarde ce gros plan sur le bouton synaptique. En violet, j'ai représenté le neurone présynaptique et en rouge, le neurone postsynaptique. Ils sont séparés l'un de l'autre par un espace que l'on appelle la fente synaptique. Si l'on regarde de plus près le neurone présynaptique, avec un microscope électronique, on s'aperçoit qu'il y a des vésicules. Ce sont des sortes de petits sacs qui contiennent des molécules appelées les neuromédiateurs. Et si l'on se penche sur le neurone postsynaptique, on peut détecter la présence de récepteurs qui traversent la membrane plasmique. Voilà, on a mis les acteurs en place. Alors, voyons comment cela marche. Les potentiels d'action vont-ils sauter par-dessus la fente synaptique? La réponse, c'est non. Lorsque la dépolarisation d'un potentiel d'action arrive au niveau de la terminaison du neurone présynaptique, elle provoque l'ouverture de canaux calcium. Un flux d'ion calcium entre dans la cellule et provoque le déplacement des vésicules vers l'extrémité de la synapse. Quand le potentiel d'action est passé, les canaux calcium se referment. Une petite remarque au passage, certaines toxines comme la toxine botulique empêchent la migration des vésicules et bloquent ainsi la transmission du message nerveux. C'est quelque chose que tu pourras rencontrer dans certains exercices du bac. Revenons à nos vésicules. Dès qu'elles atteignent la membrane plasmique, elles fusionnent avec elle et rejettent leurs neurotransmetteurs dans la fente synaptique. On parle d'exocytose. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir? C'est que l'arrivée d'un potentiel d'action dans la terminaison synaptique provoque l'exocytose des vésicules qui contiennent le neurotransmetteur et sa libération dans la fente synaptique. Et que les neurotransmetteurs viennent se fixer sur les récepteurs spécifiques sur la membrane postsynaptique. Petit focus sur ces neurotransmetteurs et leurs récepteurs. Déjà, il y a plein de neurotransmetteurs et plein de récepteurs dans l'organisme. Là, on en étudie un en particulier, c'est l'acétylcholine. Observons son récepteur. C'est un complexe de 5 protéines fixées dans la membrane plasmique. Là, je te le montre vu du dessus. Les 5 protéines sont représentées chacune par une couleur différente. Tu vois, elles forment un canal là au milieu. Quand l'acétylcholine n'est pas fixée sur le récepteur, le canal est resserré et ne permet pas le passage des ions. Quand l'acétylcholine est fixée sur le récepteur, le canal se desserre, autrement dit, il s'ouvre. Et là, que va-t-on observer? Je te montre un gros plan sur le récepteur enchâssé dans la membrane plasmique du neurone postsynaptique. Le récepteur est vu en quelque sorte de profil et en coupe. Ce que tu dois retenir, c'est que la fixation de l'acétylcholine sur son récepteur provoque des flux d'ions qui vont à leur tour induire des modifications du potentiel de membrane. Il devient moins négatif. Ces flux d'ions vont donc provoquer une dépolarisation membranaire. C'est clair? Alors on continue. À partir de là, tout ce que je te dis est à savoir. Si une quantité suffisante de neurotransmetteurs est libérée dans la fente synaptique, alors un nombre suffisant de récepteurs canaux va s'ouvrir et la dépolarisation membranaire sera assez importante pour provoquer la formation d'une série de potentiels d'action dans le neurone postsynaptique. On va donc dire qu'au niveau d'une synapse, le message nerveux est de nature chimique et il est porté par le neurotransmetteur. Maintenant, une question. Qu'est-ce qui va déterminer la quantité de neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique? Eh bien, c'est la fréquence de potentiel d'action dans le neurone présynaptique. Plus elle est élevée, plus il y aura de neurotransmetteurs libérés, plus la concentration sera importante dans la fente synaptique. Et cela a une conséquence importante, car plus il y a de neurotransmetteurs libérés, plus la fréquence des potentiels d'action dans le neurone postsynaptique est élevée. C'est pour cela que l'on dit que le message nerveux est codé en concentration de neurotransmetteurs au niveau de la synapse. Bon, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une fois qu'il a activé ses récepteurs, le neurotransmetteur est très rapidement dégradé dans la fente synaptique.
en moins d'un centième de seconde. L'activation du neurone postsynaptique cesse donc jusqu'à ce qu'une nouvelle série de potentiels d'action arrive dans le bouton synaptique du neurone présynaptique. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, j'ai dit qu'il existait plein de neurotransmetteurs. J'ai pris l'exemple de l'acétylcholine. Elle induit une dépolarisation de la membrane postsynaptique, donc favorise la genèse de potentiels d'action. C'est pour ça que l'on dit que la synapse à acétylcholine est une synapse excitatrice. Mais si j'avais pris un autre neuromédiateur, par exemple le GABA, l'histoire aurait pu être différente, car la fixation du GABA sur son récepteur provoque l'entrée d'ions Cl- dans le cytoplasme de la cellule postsynaptique. Du coup, le potentiel de membrane devient encore plus négatif, le GABA induit donc une hyperpolarisation membranaire, et cela s'oppose à la genèse d'un potentiel d'action. Et oui, souviens-toi, un potentiel d'action commence au contraire par une dépolarisation de la membrane. Une synapse à GABA est dite inhibitrice car elle s'oppose à la genèse du potentiel d'action. Ce que tu dois retenir, c'est qu'un neurone reçoit le plus souvent des messages nerveux de plusieurs neurones avec qui il est en contact au niveau de synapses. C'est ce que tu vois à l'écran. Certaines de ces synapses peuvent être inhibitrices et provoquer une hyperpolarisation de la membrane, d'autres peuvent être excitatrices et provoquer la dépolarisation de la membrane. Dans le neurone postsynaptique, toutes ces modifications de la polarisation de la membrane sont additionnées. Et là, tadam, si cette somme correspond à une dépolarisation supérieure au seuil d'excitation, alors le neurone postsynaptique émet une série de potentiels d'action. Voilà, ce n'est pas simple tout ça, alors pour vérifier que tu as bien compris, fais le quiz associé à cette vidéo.